Bonjour à tous et bienvenue à la Taverne du Gamer. Je suis Kira, accompagné comme toujours de Sid. Bonjour Sid, comment vas-tu en cette forte canicule? Bonjour Kira, bonjour à toutes et à tous. C'est vrai, quand il fait 30 degrés en Normandie, bon, c'est canicule, donc j'ose même 36. Pas imaginer dans le sud. Imagine. Ouais, c'est beaucoup trop pour nous qui descendons des Vikings, du pays, des pays nordiques où il fait plus froid. On s'y fait, on n'a pas le choix. Sinon, ma semaine, écoute, très bonne semaine. J'ai poncé à fond forcément Mario Kart World parce que j'en parle dans pas trop longtemps et Bravely Default toujours sur Switch 2. Donc ce sont vraiment les deux jeux qui m'animent. Naturellement, quand on a une nouvelle console, j'ai tendance à délaisser la PS5 pour l'instant, mais bon, j'y reviendrai avec c'est normal, oui. J'y reviendrai avec Death Stranding 2 tout bientôt, semaine prochaine. Enfin, à l'heure où vous nous écouterez, ce sera la sortie imminente du jeu. Et toi, ta semaine, Kira, du coup? Alors moi, cette semaine, ça a été une grosse semaine assez chargée. On peut dire que j'ai pas beaucoup été chez moi. Du coup, en fait, j'ai beaucoup joué à la Switch cette semaine. Bon, j'ai fini Mind's Eye quand même, donc c'est pour ça que je pourrais en parler tout à l'heure. Et je me suis mis sur Pokémon Violet. J'avais fait Pokémon Écarlate à l'époque, donc j'avais envie de le refaire. Je me suis dit, tiens, je vais faire le Violet, ça va être l'occasion d'avoir les Pokémon manquants. Sympa. Et donc, c'est plutôt cool, parce que je dois quand même mettre déjà un peu plus de 15 heures de jeu. Bien. Donc, j'ai fait essentiellement ça, et j'ai regardé la saison 2 de 1923, une série que j'aime vraiment beaucoup, à un point que j'ai écrit une chronique dans la foulée que je vais essayer de vous balancer assez rapidement. C'est on va bon, voir, ça. mais c'est une série qui m'a particulièrement touché, j'étais bien inspiré, donc j'ai écrit quelque chose dessus. Sinon, j'ai rien fait d'autre. Je vais voir 28 mois plus tard dimanche. 28 ans donc plus tard, j'ai hâte de le voir. 28 ans, oui. Normalement, ça devait être 28 mois, et finalement, c'est 28 ans parce qu'ils ont mis du temps à le sortir. Donc dimanche, et j'ai vraiment très très hâte. Ah, ça, moi aussi, j'ai très très hâte de le voir. Du coup, j'ai rematé le 1 et le 2, et c'était toujours aussi cool. Exceptionnel. Qu'est-ce qu'on a prévu de beau pour l'émission? Le petit point réseaux sociaux pour nous faire plaisir, tout ça, on t'écoute. Alors, en sommaire, on va débriefer le Nintendo Direct de 15 minutes sur Donkey Kong Bonanza. Et pas le Nintendo Direct. non, ça c'est autre chose. On va parler de la prise de parole de Sarah Bond qui nous donne un petit peu de visibilité sur la nouvelle stratégie, ou en tout cas la stratégie d'Xbox qui est en train de se dessiner. Tu vas du coup nous faire le test de Manzai, et enfin, sujet hors sujet, la bande dessinée Frontières, pour rester dans mon fil rouge, Label 619 et surtout Guillaume Saint-Gelin. Donc voilà, et les réseaux sociaux, évidemment, pour nous trouver sur X, Twitter, Facebook, Instagram, le formulaire du site, mais surtout, on a de moins en moins de 5 étoiles sur les applications de podcast, donc ça a pas mal ralenti. On en a eu 2 cette semaine. On en a eu, mais voilà, un petit peu moins que les semaines précédentes, donc voilà. On a eu 2 commentaires. Ouais, 2 commentaires, n'hésitez pas. C'est ça qui nous aide à être toujours au top des recherches sur Spotify et autres. Donc voilà, si vous avez plusieurs applis, n'hésitez pas même à mettre plusieurs fois 5 étoiles, etc. Enfin voilà, c'est très important pour nous, et c'est à peu près la meilleure méthode pour soutenir la Taverne du Gamer, qui, je l'espère, vous contente et que vous aimez nous retrouver tous les lundis. Nonobstant, quand même, on était top 5 jeux vidéo quand j'ai fait une recherche sur Spotify cette semaine. Vu que j'ai pas de compte Spotify, j'ai été voir, j'ai tapé jeux vidéo et on est arrivé 5e en référencement, ce qui est quand même pas mal pour un petit podcast comme nous. Ça, mine de rien, ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir, et ça, c'est grâce à vous. Donc pour être encore plus nombreux, n'hésitez pas, les étoiles comme dans Mario, c'est ce qu'on aime. Du coup, on va pouvoir lancer l'épisode, le test et tout ce qui va avec. On lance le générique comme d'habitude et on attaque. Donkey Kong Bonanza, on peut le dire la deuxième très grosse sortie de Nintendo pour cette Switch 2. Donc la sortie est prévue pour mi-juillet, le 17 juillet je crois.
Et Nintendo, bah écoute, ils ont fait un petit Nintendo Direct pour nous présenter le jeu, Nintendo Direct d'1 quart d'heure, focus exclusivement sur le jeu, il n'y a pas eu d'enrobage, hein, c'est vraiment le jeu avec un petit commentaire où on a vu du gameplay pendant 15 minutes, très détaillé, très fourni. C'est tout ce que j'aime, c'est-à-dire 15 minutes dédiées à un jeu où on voit toutes les petites mécaniques et les petites subtilités, c'est franchement cool. Ouais, clair, net, précis, efficace. Et en plus bardé de surprises, donc ça j'y viendrai petit à petit, je vais les égrener, mais en tout cas on arrive sur l'île Lingo, donc on sait que l'or, tout ça, les cristaux, les pierres, ça tourne autour de cet univers, donc les bananes dorées, donc cette île Lingo d'ailleurs elle est frappée par une tempête de bananes dorées, et on nous propose un monde très vertical où en fait on va pouvoir monter, descendre et découvrir des biomes, découvrir vraiment des souterrains assez variés, donc ça j'y reviendrai. Mais tout de suite, la très grosse surprise du titre, et c'est là qu'ils ont vraiment très bien gardé le secret, c'est que dans les premiers trailers c'était une pierre qui accompagnait... qui avait au-dessus de la jaquette, ouais, qui avait au-dessus de la jaquette et même qui accompagnait, hein, qui parlait à Donkey dans les anciens trailers. Et donc là, en ouverture, la pierre se casse et il y a Pauline dedans, donc qui est un personnage de Nintendo, ce qui fait qu'on a une aventure pas Donkey seul avec son petit caillou qui lui parle, mais vraiment un binôme, avec même des fonctionnalités coop, etc. Donc pareil, ça change complètement le paradigme du jeu, vraiment le sentiment qu'on en a. Et donc son objectif à Pauline, c'est d'aller au centre de la planète pour réaliser un vœu, et c'est pour ça qu'on l'aura sur notre épaule, un petit peu près pendant tout le jeu, enfin j'imagine. Et ça, c'est plutôt cool, et ça a été vraiment une très grosse surprise. King Kong, j'aime bien. Ouais, complètement, et c'est évidemment hérité de ça, puisque Donkey est en référence à Donkey Kong, donc vraiment super cool. Et là ils ont développé les mécaniques de gameplay, et qui là aussi se révèlent être très riches. Donc déjà les biomes, j'en parlais, hein, donc on aura des plages, des cavernes gelées, des temples, des jungles, on pourra tout péter. Vraiment, et ça promet, franchement, dès que je dis ça, tu vois, trop cool. Dès que je dis ça, j'ai le sourire, tu vois, c'est que ça promet vraiment. Enfin, c'est chouette, tu vois, un jeu où tu peux tout dégommer comme ça, t'amuser, ça fait très bac à sable, ça fait très régressif, mais pour le coup ça colle tellement bien avec le jeu. Et en plus on a une Pauline qui est chibi, donc qui est enfant, qui a 13 ans, qui est petite, donc ça renvoie à ce côté un petit peu ludique et enfantin. Et notre Donkey, c'est un singe, hein, il peut courir, sauter, grimper, sauter et frapper le sol, creuser, il peut surfer sur les cailloux, il peut les claquer au sol, il peut lancer des objets, il peut faire vraiment plein de choses. Donc ça promet aussi un peu à la Zelda TOTK des petits gameplays un peu émergents et tout, qui vont être assez fun à regarder sur les réseaux. Et ça, je pense qu'ils l'ont vraiment compris, Nintendo, c'est que les jeux aujourd'hui, ça fait des Insta ou des buzz sur les réseaux assez facilement, et rajouter cette pincette très ludique comme on les a sur les Zelda, je pense que c'est ça devient en tout cas un élément fort de Nintendo en ce moment. C'est un bon mood, et moi ça m'a beaucoup fait penser à, quand je pense à Donkey Kong et Pauline, au duo Vanellope et Ralph Lacasse dans le monde de Ralph. Oui, je sais pas vrai. si tu l'as vu. Si, j'ai vu le truc tourner sur les réseaux. Ouais. Et même dans les mécaniques de gameplay, en fait, quand tu vois des petites choses et tout, c'est vraiment... tu reskins les deux personnages et t'as le monde de Ralph en jeu vidéo, et je trouve ça très très cool. Oui, après il y a de plus en plus un Nintendo fait penser à Disney, je trouve, hein, même dans la direction artistique, dans ce qu'il a proposé. Un petit peu trop sur la direction artistique d'ailleurs, enfin moi je pinaille un peu là-dessus, ça fait peut-être un peu trop Disney à mon goût. Il y a débat, je comprends. Après, tu vois, c'est intéressant, parce que moi je comprends mieux le enfin je trouve vraiment qu'avec l'apparition de Pauline en chibi sur son épaule et le redesign de Donkey Kong dans le jeu, tu vois, je trouve vraiment que ça fonctionne bien. Enfin, en tout cas, ça a plus de sens. Ça fonctionne très bien, mais j'ai un peu peur. Après, c'est ce que je ressens depuis un certain temps, surtout depuis la sortie du film Super Mario Bros. J'ai un peu l'impression que toutes les licences Disney, Disney, la preuve, l'amalgame, toutes les licences Nintendo commencent à se Disneyifier, en fait. Alors après, moi je suis fan de Disney, hein, c'est pas un problème, mais avant on avait quand même des designs qui étaient différenciants en fonction des licences, et là ils sont en train de faire un tout homogène, j'ai l'impression. Ouais. Possible, écoute, moi je vois ça plutôt d'un bon oeil. En tout cas, moi ça me plaît, mais ça évidemment, comme tu le dis, c'est un aspect plutôt subjectif. Plutôt subjectif, tout à fait.
Et ce qui est très cool, avec l'arrivée de Pauline, on découvre des nouvelles choses, donc elle sert à quelque chose, la pauvre. Dire ça comme ça, c'est vrai que c'est pas terrible pour elle. Mais en tout cas, elle a une vraie utilité en termes de gameplay, de game design, j'entends. Donc elle peut chanter, ce qui active des mécanismes, guider le joueur, mais surtout, elle peut canaliser son pouvoir pour utiliser des pouvoirs de doyen, je crois que ça s'appelle, et donc on peut transformer notre Kong en Bananza Kong, en Bananza Zèbre et en Bananza Autruche. Donc le Kong, hein, pour tout casser encore plus que d'ordinaire. Encore plus que ce qu'il pète déjà. C'est exactement ça. Parce qu'il y a des choses qu'il pourra pas casser sans être sous cette forme. Le zèbre, il court tellement vite qu'il peut marcher sur l'eau, donc c'est assez drôle, faut bien l'avouer, même la glace. Et l'autruche permet de planer avec des transformations à durée limitée et des effets assez spectaculaires. Et pareil, grosse surprise. Et je trouve que ça rajoute une vraie dimension au jeu, encore plus ludique. Et ça fait... Donc je vais le dire parce que je pense que le parallèle devient de plus en plus évident, parce qu'on pourra même acheter ils auront des in-game, hein. Ils pourront changer de costume, on pourra changer la couleur du poil de Kong. Ça c'est cool. Ouais, on pourra vraiment les customiser à fond. Et en fait, on se disait qu'on n'avait pas notre Mario pour la sortie de la Switch 2. En fait, on a un Donkey Kong Odyssey, pour moi, vraiment, où... Oui, c'est exactement ça. Mais c'est complètement ça, mais j'avais pas cette perception avec les premiers trailers. Et là où ils ont vraiment lâché la sauce, ils en avaient vraiment sous le pied avec ce jeu. Et je trouve qu'il prend vraiment une dimension énorme. Très ambitieux, il y a des cristaux de Bananium à trouver un petit peu partout. Il y en a 160, donc ça rappelle évidemment les étoiles. Il y a des fossiles, justement, pour débloquer des skins, des personnalisations. Il y a des zones secrètes, donc il faut creuser et tomber dessus, ça va être marrant. Il y aura des coffres, des cosmétiques bonus, je l'ai dit, un mode photo, et ils l'ont bien compris parce que il n'y a pas mieux pour faire de la pub sur les réseaux. Bah oui. On pourra se téléporter. Il y a des mini-jeux aussi. Enfin voilà, ils ont présenté un très bel amiibo que je m'empresserai évidemment d'acheter. Donkey Kong étant un de mes personnages Nintendo préférés, si c'est pas mon personnage Nintendo préféré, autant te dire que l'amiibo il me fait de l'œil. Il est très beau. Il est très très beau. Je trouve que le mouvement des personnages est hyper stylé. Ouais, il est cool. Donc on pourra même sculpter et peindre des visages de Nintendo. Enfin bref, il y a de quoi faire. Il y a des méchants. Donc 3 nouveaux Kong corrompus, la Void Company avec Crumpy Kong, Poppy Kong et Void Kong. Donc bon, ce sera très drôle, hein. C'est une sorte de petit Team Rocket Kong, on va bien se marrer. Et une bande son réorchestrée absolument incroyable. Donc vraiment, pour résumer, j'en ai fini. En fait, je trouvais vraiment le line-up de la Switch 2 un peu léger, et je trouve que ce jeu change quand même vraiment la donne. On a un jeu vitrine assez fou, vraiment dans la lignée des Mario, avec du gameplay émergent, avec de l'ambition. Enfin voilà, j'ai été extrêmement séduit et surpris par la dimension que prend le jeu. Moi, tu le sais, ça faisait partie un des jeux que j'attendais le plus avec la Switch 2, et ce que j'ai vu ici m'a conforté vraiment dans ce que j'avais vu initialement, et j'ai vraiment très très hâte de mettre mes mains dessus. Oui, t'as raison, pour moi c'est au-delà de Mario Kart, c'était la logique même de sortir une Switch avec Mario Kart, parce que c'est quand même le jeu le plus vendu de la première Switch, mais là, sortir vraiment un jeu de cette qualité 2 mois après, et puis pareil, le fait de pas le sortir en même temps, ça évite aux gens de faire un choix entre les deux. Là, comme ça leur laisse le temps de peut-être un peu mettre d'argent de côté pour acheter le second, et c'est une très très bonne idée, et c'est là qu'on retrouve vraiment l'ADN Nintendo, avec plein de petites mécaniques, peut-être un peu trop de petites mécaniques, voir comment c'est en jeu. J'ai un peu peur que ça parte dans tous les sens, voir comment ça sera, si c'est ludique à utiliser ou quoi. En attendant, moi je suis vraiment hypé de fou, et c'est un jeu que que je vais m'empresser de faire. Et en plus, tu n'auras pas besoin de l'acheter puisque je l'aurais fait avant toi, donc je te le prêterai quand tu auras ta Switch 2. Je pourrais te le taxer. Est-ce que c'est comme Stellar Blade ? Tu sais que j'attends depuis... écoute, il est là. Depuis 12 000 ans. Oui, c'est vrai que je voulais attendre de faire les DLC, mais écoute, je te l'amènerai la prochaine fois, j'y pensais plus du tout. Et j'ai préparé un petit quiz qui est rapide, hein. Un quiz en une question, ça va, et franchement... ça va, c'est vraiment un quiz. Hein. Est-ce que tu te rappelles la première apparition de Pauline, ce personnage que je ne connaissais pas trop finalement dans l'univers de Nintendo ? C'est pas dans un Mario Kart justement, ou dans un Mario Party peut-être ?
C'était de mémoire, c'est dans un En party fait, game, c'est non le personnage, c'est la demoiselle en détresse de Donkey Kong de 1981. C'est juste qu'elle s'appelait Lady à l'époque, mais il s'est avéré que c'était une princesse. c'est Elle avait Pauline. une robe foufou et tout. Elle avait plutôt une robe de soirée, tu vois, une robe de soirée rouge. Et c'est pour ça qu'on la représente comme un peu ça. cintrée. Exactement. Ensuite, on l'a retrouvée dans Super Mario Odyssey, où elle était la mairesse de New Kong City. Donc voilà, un petit peu, et elle est dans Mario Kart, le dernier par exemple. Donc voilà pour Pauline. Mais carrément. On enchaîne sur la deuxième actu. Bah oui, c'est ton actu. Je ne fais pas de news cette semaine, car j'ai un test qui sera très dense, vous allez voir. Donc c'est toi le garant des news cette semaine. Eh ben écoute, on parle d'Xbox. Là, on était sur Nintendo, on part sur Xbox. Donc prise de parole de Sarah Bond d'1 minute 30. Donc je vous invite, en complément de ce qu'on va dire, de l'écouter. Hein, c'est très rapide, c'est dispo sur les réseaux en sous-titré. Ou finalement, alors... Est-ce que c'est du damage control après l'annonce de la console Asus où il y a la rumeur qui enfle comme quoi Xbox... Ils arrêtaient les consoles. Ouais, voilà. Ah, les rumeurs. En tout cas, Sarah Bond promet un avenir consolier chez Xbox, mais avec une vision qui va un petit peu changer. Donc c'est ça qui est intéressant à étudier. Donc toujours, elle nous promet, toujours ils renouvellent leur partenariat avec leur accord avec AMD, donc le constructeur de puces concurrente d'Nvidia. C'est la partie un peu bullshit du truc, comme j'aime bien appeler ça, mais pour nous promettre qualité visuelle accrue, gameplay plus immersif encore que d'habitude, des expériences enrichies par IA, etc. Bon, tout ça c'est du blabla, mais on se doute que la techno sera toujours de plus en plus pointue et énervée. Mais elle revient par contre sur le futur de la gamme du matériel chez Xbox, où là en effet il y aura des consoles de salon chez Xbox plus tard, enfin il y aura du matériel. Est-ce que ce seront des consoles de salon ou plutôt des PC à la mode Asus, un peu comme je disais les Steam Machines comme j'en parlais la semaine dernière. Ça ce sera encore à développer, mais il y a quand même beaucoup de choses qui fait penser à ça. Déjà la première, c'est que Microsoft petit à petit reprend, on le sait, beaucoup la main sur Xbox, à tel point que Phil Spencer est monsieur Microsoft Gaming et puis monsieur Xbox. Et donc l'annonce est arrivée. Les prochaines machines Xbox seront sur Windows, donc très certainement du Windows 11 ou Windows 12 au moment où ils sortiront. Mais en tout cas, le système d'exploitation sera sous Windows. Donc ça, voilà, moi je déteste Windows, mais ça veut pas dire que ce sera pas bien. J'imagine que ce sera adapté pour la console. Après, toutes les consoles Microsoft fonctionnaient sous Windows. Hein. Bah non, justement, parce que les premières Xbox, ça a été un des grands... C'était pas Windows SE dedans ou un Windows spécial console pour la Dreamcast? C'était une grande déception de Bill Gates, parce que c'était la promesse en fait. La Xbox devait porter l'OS Windows pour justement étendre Windows dans l'écosystème, mais il n'était pas prêt du tout. Donc il y a eu un OS spécifique en effet pour les Xbox, mais qui n'était pas du Windows, ce qui a valu les foudres des équipes de l'époque de Bill Gates. Donc en fait, c'est logique, il corrige finalement une anomalie qu'il y avait, à savoir que les machines ne tournaient pas à 100% sur Windows, et là ce sera le cas. Du coup on aura vraiment une mouture de Windows a priori dans ces machines là. Évidemment on parle qu'au conditionnel parce qu'elle se montre évasive, il n'y avait pas d'annonce, hein. C'est donner plutôt un cap, une stratégie, mais sans forcément donner les sous-titres en dessous de ce qu'elle disait, et une possible ouverture à d'autres boutiques, mais pareil, elle le dit qu'à demi-mot, donc pareil, on interprète un peu comme on veut, mais pour moi ça semblait assez clair. Donc peut-être qu'il y aura demain dans les machines du Steam, du Epic, du GOG, un peu comme sur la console. Accès à d'autres marchés alternatifs, ouais. Voilà, ce qui serait étonnant, aussi bien qu'étonnant, parce que ce serait trop cool d'avoir... Ce serait assez fou, ouais. Tu pourras jouer à tes jeux PlayStation via Steam sur ta Xbox. Les versions PC des jeux, du coup, ouais. C'est un peu comme la ROG Ally, où finalement c'est pas une console, elle fait tourner les jeux PC, pas les jeux console justement dessus. Bah là, ce serait un peu ce format-là, donc ouais, c'est assez dingue. Après, l'intérêt pour eux, ben c'est quand même c'est étonnant parce que ça éclipse leur store. Moi demain il y a une machine où il y a Steam, où il y a Xbox, j'achèterai évidemment pas mon jeu sur Xbox, j'achèterai plutôt sur Steam parce que j'ai déjà une très grande bibliothèque. Donc voilà, c'est à voir, hein, c'est des spéculations, mais en tout cas ce serait une ouverture de leur écosystème et Windows le permettrait. Donc ce qui est certain, ce qu'on a eu comme annonce, c'est que ça tournera sous Windows, qu'il y aura de l'intelligence artificielle dedans et une possible ouverture de la console, et console qui
qui n'a jamais été vraiment cité comme tel. Donc est-ce que ce sera un PC, un machin, on ne sait pas trop encore. Et une énorme mise en avant du Play Anywhere. Donc jouer, quelle que soit la machine sur laquelle on joue, on aura notre sauvegarde, on aura notre progression, tout ça est gardé. Ils ont mis en avant aussi la rétrocompatibilité qui est très intéressante, évidemment. Donc voilà. Et par contre, chose à souligner, Kira, pas un mot jamais pour le Game Pass. Et ça, c'est parce que tout ça, finalement, c'est un peu ce qu'on se dit. Ce qui arrive jamais d'habitude. Mais c'est très étonnant parce que tu te rappelles, fut un temps, c'était Game Pass partout. Là, les dernières confs, tu les regardes, le Game Pass, ça s'est réduit à un logo et maintenant, tu as du Play Anywhere partout. Donc, ils montrent cette volonté d'ouverture sur toutes les plateformes, tous les supports, toutes les machines. Donc, on sent vraiment cette volonté de s'extraire du matériel actuel pour être partout, sur tous les supports. Donc, mais c'est hyper cohérent avec les signaux qu'ils nous montrent depuis le début, mais ça montre un vrai changement. Et mon étonnement, pas un mot pour le Game Pass. C'est quand même... C'est fou. Après, le truc, je pense aussi, c'est que maintenant, tout ce qui est abonnement via plateforme de streaming, que ce soit en musique, cinéma ou même jeux vidéo, c'est tellement rentré dans les mœurs, en fait, qu'ils ont peut-être plus besoin d'autant communiquer là-dessus, en fait. Juste le fait de dire que leur jeu sort dans le Game Pass Day One, à mon sens, c'est suffisant. Et là où les gens sont vraiment inquiets, c'est sur le devenir de la marque Xbox, notamment sur la partie hardware. Et je pense qu'ils ont raison de se focus là-dessus, parce que quoi qu'il arrive, le Game Pass, il est toujours là, il est toujours mis en avant, et c'est devenu maintenant un mode de consommation devenu mainstream en fait. Maintenant tu dis que t'as le Game Pass, bon c'est un peu comme tout le monde. Pas vraiment pour le grand public, je pense pas, tu vois, parce que ils sont très très loin de leurs objectifs de 100 millions d'abonnés du Game Pass, ils sont plutôt à 20-30. Je pense que tu as raison pour le marché des gamers, les marchés des joueurs PC et tout. Ouais, le Game Pass s'est installé, mais le grand public, pas du tout. Donc pareil, ça montre aussi ce changement quand même, je trouve, même de cible. Ah, je suis pas totalement d'accord avec ça. Parce que le grand public s'y met de plus en plus. Je parlais à des vendeurs de Micromania, c'était quand le week-end dernier, et ils me disaient qu'il y a de plus en plus de familles qui achètent des Xbox Series S avec le Game Pass, parce que justement, en fait, ça leur permet de jouer pour pas cher. Et à côté de ça, ça commence à se démocratiser de plus en plus, sachant qu'en plus le Game Pass arrive maintenant en interne dans beaucoup de télévisions. Donc toi, la graine est plantée. Après, je pense que 100 millions d'abonnés Game Pass, ça me paraît aussi énorme. Ils ont peut-être eu les yeux un petit peu plus gros que le ventre, tu vois. Mais en soi, maintenant, même une grand-mère te parle du Game Pass. Hein. C'est devenu quelque chose de très répandu en fait, et de très d'acté en fait. Écoute, j'ai pas tout à fait cette lecture, mais pourquoi pas. Peut-être que le grand public en effet achète ou pas des Xbox, d'ailleurs, parce que les consoles se vendent quand même pas énormément. Mais par contre, là où je te rejoins en termes de certitude, c'est que les consoles se vendent pour ça. Le peu de consoles qui est vendu, c'est complètement pour le Game Pass. Ouais. Ça semble être leur nouveau cheval de bataille, le Play Anywhere après le Game Pass. Donc une stratégie plutôt d'ouverture, donc très intéressant à suivre. On verra ce que l'avenir du coup nous réserve. On en a fini pour les news. Alors, on va attaquer le gros morceau de la semaine. On va parler de Manzai, donc un jeu qui est assez dur à prononcer, donc je vais essayer de le prononcer le minimum de fois possible. Manzai, j'ai l'impression de parler chinois quand je dis ce nom-là. Juste avant, donc je vous ai sélectionné un petit morceau de la BO et on attaque. Allez, go. Manzai est un jeu d'action en open world donc, qui est sorti le 10 juin 2025 sur PC, Xbox et PS5. Il est édité par Build, enfin du moins il est développé par Build the Rocket Boy, un studio de développement de jeux vidéo fondé par Leslie Benzies. Alors déjà on va commencer par parler du monsieur, Leslie Benzies, qui est surtout connu pour son rôle clé dans la franchise GTA. Donc il a dirigé le développement de plusieurs opus majeurs chez Rockstar Nord, dont GTA 3, Vice City, San Andreas et
GTA V, excusez du peu. Voilà. Son parcours s'est néanmoins conclu par des tensions avec Rockstar Games, notamment sur un procès concernant des royalties impayées de GTA V. Du coup, il a lancé son propre studio, il a décidé de lancer également un jeu dans la foulée, le fameux projet Manzai, qui a suscité quand même beaucoup d'attention, notamment en raison de son ambition et de ses controverses qui l'entourent. Le studio déjà a connu dernièrement des départs majeurs, donc ceux de son directeur juridique et de son directeur financier à seulement une semaine de la sortie du jeu. Donc ça craint quand même. Déjà ça pue quand même, hein. Mais avant, ce fut pas moins environ 5 producteurs qui se sont succédés depuis 2018, le début du développement. Donc on a eu également Marc Guérard, le co-directeur du studio et chargé de la com, qui a affirmé avant même la sortie du jeu que les avis négatifs sur le jeu auraient été achetés par la concurrence via un système de bots. Donc il a un peu insinué que c'était Rockstar, donc pour dénigrer le jeu, ce qui a créé quand même une shitstorm assez incroyable sur le net, et le jeu n'était même pas encore sorti. Donc c'est un point qui est quand même assez important pour comprendre ce qui se trame autour du jeu. En parallèle de ça, le studio développe également un projet de grande envergure quand même qui s'appelle Everywhere. C'est une plateforme communautaire qui a bénéficié d'un financement de 110 millions de dollars quand même. En 2022, le studio a ouvert plusieurs antennes, dont une à Montpellier d'ailleurs, pour élargir son empreinte et attirer des talents locaux. Ils ont également acheté des petits studios de renfort pour stabiliser l'expérience, donc je mets des guillemets là-dessus. Et en 2023, donc soit un an après, ils licencient dans tous ces studios annexes. Donc je vais passer les polémiques sur le management toxique ou même le contrôle fric de Leslie Benzies. Y a des dossiers qui sont très intéressants sur Internet et qui parleront pour le coup beaucoup mieux que moi. Depuis juin 2024, aucune nouvelle n'a été communiquée concernant Everywhere. Ce que nous savons en revanche, c'est que les outils de création de cette expérience, donc nommée Arcadia, qui étaient développés à la base donc pour le projet Everywhere, ont été intégrés à Minzai et ont été rebaptisés Build Minzai et Play Minzai. Donc comme l'a confirmé le studio, ainsi Everywhere a entièrement été absorbé par Manzai, qui devient à la fois un jeu vidéo et une plateforme créative. Donc c'est décrit comme un univers évolutif. Il permet aux joueurs de façonner leur propre expérience tout en s'appuyant sur une forte dimension communautaire avec des events et des partenariats ponctuels. Everywhere, ça devait être une sorte de Roblox-like, je crois, de mémoire, c'était ça l'ambition. C'est ça, complètement. Ça devait être un espèce de Roblox-like, donc c'est pas le cas. Et ils ont intégré ces éléments-là, du coup, dans Manzai. Et voilà, ils ont intégré ces éléments-là directement dans Manzai pour faire une espèce de GTA Online++. Ils ont également annoncé une roadmap avec des mises à jour sur plus d'un an, avec plusieurs partenariats, le premier étant Hitman, donc ce qui est plutôt cool. Et c'est aussi logique, car le jeu est édité par IO Interactive. Bon, ce qu'on peut dire quand même, c'est que le studio et l'éditeur ont mis quand même tous leurs œufs dans le même panier et sont peut-être un chouïa partis dans tous les sens pendant le développement de ce jeu. Ça y ressemble en tout cas, oui. Le synopsis du jeu, c'est donc dans un futur proche, la ville de Red Rock, donc aka Las Vegas, est dominée par les technologies avancées et les implants neuronaux. Jacob Diaz, un ancien soldat souffrant de perte de mémoire, découvre qu'il possède un mystérieux implant appelé le Manzai. En quête de vérité, il plonge dans un monde où les frontières entre pouvoir corporatif et contrôle gouvernemental sont floues. Donc c'est une thématique cyberpunk très pertinente et surtout très efficace à notre époque. Et ça fait penser grave à Deus Ex. Là, ce que tu me dis, moi, ça me fait penser pas mal à Deus Ex. On est vraiment dans toutes les thématiques cyberpunk et actuelles. Donc ils ont pris, comme tu dis, Deus Ex, ils ont fait un copier-coller du truc et c'est un scénario qui est pour le coup très accessible, mais surtout c'est un scénario qui est très pertinent. Et ça, en tout cas, ça te donne envie. Tu vois, un Deus Ex-like en mode GTA, franchement, c'est bien, c'est bon délire. Tu vois, ça fait penser à cyberpunk. En l'état. Manzai n'est pas juste un jeu, c'est une expérience sensorielle à tous les niveaux, à condition d'avoir toujours rêvé de jouer à travers un aquarium mal nettoyé, car le flou est omniprésent, donc c'est peut-être artistique, mais c'est un peu désagréable. Les chutes de framerate, en fait, aussi, te permettent de bien voir l'action, tu vois. C'est un peu comme un bullet time qui tout saute. Il y a également un aliasing omniprésent, donc t'as un peu l'impression d'être à Vegas pour le coup, parce que tes murs brillent, tes buissons brillent, ton sol brille. Donc ça, c'est très... disons que là, on tient une œuvre très avant-gardiste. C'est cool, c'est digne des plus belles heures de la PlayStation 3. Par moment, j'ai même cru avoir glissé une cartouche de Switch dans ma PS5.
Côté physique, c'est un hommage vibrant à l'imprévu. Les véhicules volent, les objets s'entrelacent et les collisions obéissent aux lois du chaos total. Et pour l'exploration, le jeu innove. Pas de cartes, pas de repères, juste toi et ton instinct. Les cartes, c'est too much en vrai. Bon, ça, ici, après... on est dans un autre délire. L'open world, c'est un décor vide qui ne stimulera sûrement pas ton sens de l'orientation, vu qu'il sert à rien. Les explosions minimalistes, l'éclairage en grève, l'ambiance sonore en roue libre. Donc on a une musique épique digne d'Avenger quand tu sors de ta voiture. Donc ça c'est quand même très cool, j'en demandais pas tant. Pour pas te et faire à côté, écraser. tu fais une scène de combat de ouf et t'as un petit solo de jazz. Va comprendre, t'as l'impression que c'est une playlist Spotify balancée de façon random. Mais le clou du spectacle, c'est l'intelligence artificielle. Une pure merveille d'inexistence. S'ils doivent coder Skynet avec cette IA, l'avenir est safe, les gars. Franchement, moi, je suis pas inquiet. Dans le futur également, les gens sont égoïstes et les PNJ ont visiblement tous signé un pacte de non-intervention. Tu fonces dans un ouvrier en voiturette et tu le défonces, tout le monde s'en fout. Le concept de non-assistance à personne en danger, c'est surfait, clairement, et tout le monde continue son petit bout de journée comme si de rien n'était. Quant aux ennemis, leur tactique consiste à courir tout droit comme des poulets sans tête. Donc c'est une stratégie qui a sûrement fait ses preuves, et à côté de ça, on a le feeling des armes. On est plus proche du pistolet Nerf que du canon à plasma. Chaque tir envoie une petite brise aux ennemis, car vu le faible recul de l'arme, ou même après avoir débloqué les 11 armes du jeu, j'ai plus l'impression que c'était différents skins, objectivement, il y a quand même le fusil à pompe qui lui a un poil plus de recul et de punch. En tout cas, si tu cherches des sensations fortes et des gunfights tendus, le mieux, ça reste de les imaginer très fort. Le son des armes, en revanche, est assez cool, et ça reste à souligner. Dans le jeu, il y a des drones, des robots policiers partout, mais je n'ai jamais été poursuivi. Pourtant, je me prends pour un pilote, je conduis comme un assassin, ne faites pas ça IRL. Ici, nous sommes dans un open world qui existe, et ça, c'est déjà une prouesse en soi, donc il n'y a aucun collectible à l'horizon, ce qui épargne aux joueurs quand même l'angoisse de devoir ramasser 150 boulons rouillés pour débloquer un skin complètement pété, et ça, pour le coup, c'est complètement cool. Est-ce qu'il y a quand même des événements aléatoires dans le jeu où, tu vois, quand tu te balades, t'as des interceptions à faire, tu vois, à la Spider-Man, des événements qui pop comme ça, un peu à gauche et à droite? Alors pas du tout. Et justement, les missions secondaires, elles brillent par leur concept quand même très novateur. C'est des portails magiques, tu vois, comme dans Doctor Strange, qui te téléportent dans la peau de personnages aléatoires pour vivre des aventures courtes. Donc c'est totalement déconnecté du reste, un peu comme si tu scrollais de vidéo en vidéo de façon random sur TikTok. Un peu comme l'Animus d'Assassin's Creed, en fait, tu te propulses dans le corps de quelqu'un, du coup? Voilà, tu te propulses dans le corps de quelqu'un, mais tu sais pas pourquoi. Ok. Et tu le découvres pendant la quête? Non. Okay. T'arrives, t'as un portail, tu passes dedans, tu débloques un truc, après t'as pu à détecter une rémanence de je sais pas quoi, et derrière, t'arrives dans une mission secondaire. Après, ces missions sont quand même bien diverses, on va retrouver du tower defense, de la course de voiture, des missions de drone. On a également des séances de gunfight, donc là-dessus, c'est quand même plutôt cool. Et pour terminer sur une note positive, car au cas où vous ne l'avez pas remarqué, je suis quand même très sarcastique depuis le début. L'histoire est bien construite et parvient à être intéressante du début à la fin. La mise en scène est particulièrement soignée, avec une direction artistique qui met en valeur son propos. Certains personnages sont intéressants et bien développés, avec une belle mocap. Jacob apporte une belle profondeur au jeu, et certaines conversations enrichissent bien l'univers. L'écriture permet de s'attacher à lui et de s'investir dans son parcours. Les personnages secondaires sont peut-être plus manichéens, ça c'est clair, mais ils font quand même le taf, et parfois certains archétypes de personnages sont importants pour mettre en valeur ton protagoniste. Ok, bon. La conduite embrasse pleinement le style arcade, donc qui mise avant tout sur le fun immédiat. Ici on accélère, on dérape, on fonce à travers les rues dans le pur esprit de blockbuster. Les commandes sont simples et accessibles, ce qui permet quand même d'entrer tout de suite dans l'action. Je trouve quand même qu'il y a un certain charme old school à ce jeu, donc ça m'a rappelé certains jeux de la fin des années 2000 comme Kane et Lynch, les séquences de gunfight sur les poursuites, tu sais, t'es dans ta bagnole, t'es en train de tirer un peu comme dans un rail shooter, ça offre quand même de très bons moments, et la mise en scène explosive avec des collisions et des effets de déformation qui sont très cool, donc ça c'était mine de rien assez intéressant à saluer. La bande son également mérite d'être soulignée, les sons restent... On sait qui a fait la bande son? C'est un mix de plusieurs personnes, j'ai un petit peu regardé, mais j'ai pas trouvé de nom particulier, parce que c'est pareil, j'ai l'impression que ils n'ont pas les auteurs des musiques se sont barrés au fur et à mesure. Ah oui, d'accord, ok. Il reste plus personne, quoi.
Après, par contre, les sons sont bons quand ils tombent au bon moment et les sons restent en tête. Et ça habille quand même bien le jeu et ça, c'est quand même à souligner. Je vais conclure tout ça. Donc, Mind's Eye, ou quand un studio décide de viser les étoiles avec une échelle en plastique. Le projet est clairement trop ambitieux pour ses moyens, mais l'intention y était. Donc porté à bout de bras par un auteur peut-être trop ambitieux, voire prétentieux, avec une équipe dirigeante visiblement inexpérimentée, il est légitime de s'interroger. Comment peut-on justifier la sortie d'un jeu dans de telles conditions ? Par ailleurs, le budget de production semble avoir été mal calibré par rapport aux ambitions du projet. C'est un double A, il ne dispose pas des moyens nécessaires pour rivaliser avec un GTA ou avec un Assassin's Creed Shadow par exemple, ou même tout autre blockbuster. Et cette discordance a probablement contribué aux nombreux soucis rencontrés. D'un point de vue technique et ludique, une refonte en profondeur apparaît indispensable pour pallier les multiples problèmes qui nuisent à l'expérience de jeu. Les développeurs devront fournir un effort considérable pour améliorer le titre. Toutefois, n'est pas CD Projekt qui veut et le studio reste modeste. Et je ne pense pas que le coût engendré soit si rentable que ça pour un avenir à long terme. Moi, je sens quand même venir le game over silencieux, c'est-à-dire tout est réuni pour que le studio disparaisse discrètement. Oh non, tu fermes le couvercle, t'enfonces le clou, tu le mets en terre. Et là, c'est plié, quoi. On fera comme si on n'avait rien vu. Malgré cette chronique légèrement blasée, je l'accorde, je n'ai pas passé un si mauvais moment que ça. Il y a un bon jeu derrière ce mauvais jeu. Et si le jeu vous intéresse, à 20 balles max avec tous les patchs, ça me paraît être un bon deal. Si vous arrivez à faire abstraction et s'ils arrivent à corriger certains bugs, il y a encore eu un patch aujourd'hui, donc on enregistre le 19. J'ai essayé tout à l'heure, ça a corrigé aussi 2-3 trucs, mais ça reste quand même cassé sur beaucoup de choses. Donc c'est un gros pétard mouillé, je reste déçu malgré tout, mais des gens apprécient quand même, et je vous dis, j'ai pas passé un mauvais moment tout le temps, j'ai pesté, c'est vrai, j'ai râlé beaucoup, mais voilà, c'est un jeu au moins à faire si vous êtes curieux, mais à pas cher, clairement à pas cher. C'est trop drôle, ça me fait penser à ma chronique de Gollum, parce que tu sais, à la fin de la chronique, je t'avais dit, est-ce que tu as comme ça des jeux en tête d'actes manqués, où tu avais envie qu'ils soient bien, tout sur le papier était bien, mais dans les faits, l'exécution n'est pas du tout au rendez-vous. Et j'ai l'impression que ça fait totalement ce sentiment-là avec Mind's Eye, qui sur le papier, tu me corriges, c'est toi qui as joué, mais je reprends les éléments que tu disais. Bonne histoire, en tout cas correcte. La promesse, le GTA Cyberpunk Deus Ex, on valide. Le GTA-like, on valide évidemment. Des profondeurs de personnages avec le Jason, non, je sais plus comment tu l'as appelé, le personnage principal. Jacob, pardon. Réussi. Et moi, tu vois, cette partie-là où tu disais, tu prends des portails, tu te transposes dans des autres corps pour vivre une aventure un petit peu différente, en tout cas, pas en lien forcément avec celle de l'aventure principale. Je trouve ça hyper intéressant, tu vois, en termes de quête annexe, pour vraiment sortir du truc. Sur le papier, c'est cool, mais il aura manqué l'exécution, du coup, si je crois comprendre le sens de ta chronique. Donc, les moyens, certainement. Plein de choses incohérentes, quoi. Des choses qui te tombent dessus, donc je pense que c'est un manque de moyens, c'est ce que tu viens de dire, tu as totalement raison, mais des choses incohérentes. Par exemple, tu es dans un open world, tu peux pas rentrer dans toutes les voitures. Je veux dire, à la limite, pourquoi pas ? On est dans le futur, on te dit que les puces détectées par les voitures, admettons, on te trouve une excuse pour te dire tu peux pas rentrer dans toutes les voitures. Moi, ce que je pense, c'est qu'ils ont pas modélisé toutes les voitures, en fait. Ah ouais, peut-être. Mais en soi, au début, tu travailles pour un géant de la tech, un peu la Tesla, tu vois, et le mec fabrique des voitures électriques, et on te dit au début, on vous a débloqué une voiture électrique, vous pouvez rouler avec. Tu dis cool. Et après, tu sors de ta voiture parce qu'elle est pétée, et tu veux en récupérer une autre, tu peux pas. Par contre, tu peux rentrer dans un autre type de véhicule, genre un espèce de camion. Pourquoi tu peux rentrer dans celui-là et pas dans l'autre ? Dans ce cas-là, scénaristiquement, tu trouves une phrase comme ça au détour d'un couloir, ils ont des puces intégrées. C'est pas le même corpo, par exemple, tu vois, c'est pas fabriqué par la même personne. Par exemple, donc il y a moyen de raconter des trucs comme ça. Le fait que tu fasses ta mission et t'as des portails qui apparaissent comme ça, donc tu peux t'arrêter en pleine mission, en course-poursuite. Voilà. Pour aller faire ta mission secondaire. Tu fais ok, mais pourquoi ? Ok, j'ai un implant spécifique et tout, mais qu'est-ce que ça m'apporte ? C'est même pas expliqué à la fin du jeu. C'est plein de petits détails comme ça. Le fait de la minimap, j'ai un peu trollé là-dessus, mais c'est super chiant parce que quand tu fais une course-poursuite avec un mec, le mec se barre. Il n'y a pas de pointeur pour t'indiquer où est ce gars-là, en fait. Donc si tu le loupes ou si tu pars pas au bon moment, ça te met en game over direct. Ou pire, si tu dois aller d'un point A à un point B, si tu fais pas attention à ta minimap et que tu vas dans le mauvais sens, ça peut te désynchroniser de ton jeu, en fait. C'est-à-dire que t'es même pas libre de prendre le chemin que tu as envie de prendre.
Donc, à quoi ça sert de faire un open world si t'es autant limité? Tu vois, le Mafia, je reparlais de Mafia que j'ai testé il y a quelques semaines. Mafia, c'est un open world qui te sert uniquement à te balader, à être dans l'ambiance. Par contre, tu peux prendre la route que tu veux, t'as ta minimap, tu peux aller regarder, observer ce qui a été fait et surtout te dire si je veux mettre 3 heures et faire 17 détours pour aller à mon lieu, je peux le faire. Ou tu peux le passer tout simplement. Là, t'es obligé de te taper la route, t'as énormément d'allers-retours en bagnole. Par contre, c'est très peu permissif. Tu prends la mauvaise route, ça te dit erreur et tu reviens au début. Et t'es pas averti, t'as pas un petit signal, attention, tu sors de la zone ou quoi. C'est vraiment game over, quoi. Au-delà des moyens, en fait, je pense qu'ils ont peut-être manqué de moyens, mais c'est plutôt la gestion de leur projet, les ambitions. On peut parler évidemment de Clair Obscur où ils étaient en effet 38 Coréens à faire le jeu. Ils savaient, en fait, dans la même direction, ils savaient ce qu'ils allaient faire et ils avaient fait des concessions. C'est pas un monde ouvert, il y a une one map à l'ancienne. Ils ont fait des concessions, c'est pas du temps réel, c'est du tour par tour et ils en ont tiré profit, etc. Donc c'est certainement plutôt dans la gestion de leurs ressources et aussi dans la feuille de route qui était disproportionnée par rapport aux équipes et au budget, où là ils se sont plantés, quoi. Ils auraient pu faire quelque chose de plus resserré, quelque chose de linéaire, un peu à la Max Payne, tu vois, très scénarisé, où les cinématiques c'est des petites sortes de cases de BD parce que ça fait gagner des coups et en même temps tu racontes quand même ton histoire. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui existent, plein d'exemples. Et ouais, bah quand il y a un mauvais gestionnaire là, donc le fameux Leslie Benzi et son co-dirigeant Adam Withing, bah ils ont pas été des bons, je pense, managers de projet et managers d'équipe certainement. Et je pense c'est que le mec il a travaillé chez Rockstar, il a du talent, ça c'est indéniable. Hein, on a vu un petit peu les projets qu'il a fait et tout. C'est juste que chez Rockstar c'est budget limité, quoi. Ouais. Là, tu arrives sur une plus petite structure et c'est dans ces moments-là qu'il faut essayer de faire quelque chose de plus petit, de plus cadré. Les AA, moi j'adore, hein, il y a pas de débat. Bah là, j'ai l'impression qu'il a voulu faire un AAA avec tous les problèmes des AAA, mais en plus, parce que il y a pas le budget, il y a pas le talent aussi, hein, parce que là, je suis désolé, c'est un manque de talent et d'organisation, je pense. Et c'est un jeu qui est malade et c'est con parce que j'avais vraiment envie d'aimer ce jeu. Ouais, puis il a des qualités indéniables du coup. Et tu l'as dit, il y a des gens qui passent des très bons moments dessus, donc voilà. Mais ouais, bah c'est un petit cas d'école, hein, peut-être. Après, pour le monde du développement, ça se trouve, il servira d'exemple comme un coup manqué, quoi. Une mauvaise gestion, peut-être. Après, on sait pas, il a peut-être eu d'autres galères. Hein. C'est un jugement. C'est possible. On n'est pas dedans. Exactement. Mais j'ai fait pas mal de recherches, mais j'ai pas tout vu. Hein. Voilà, ça y ressemble en tout cas. Ça y ressemble très fort. Et à côté de ça, du coup, l'aspect communautaire n'est pas encore arrivé. Ça arrive prochainement dans une mise à jour. Donc, ils vont ajouter un mode horde, des nouvelles missions, des choses comme ça. C'est très cool. Ils vont ajouter tout l'aspect communautaire, c'est-à-dire un système où tu vas pouvoir créer toi-même tes maps et tes missions avec les outils des devs, ce qui te permettra de faire des niveaux supplémentaires et tout via le système de portail. Encore une fois, c'est une bonne idée, mais scénaristiquement, c'est pas raconté. Et quand ça arrive, bah, c'est vraiment fat, quoi. Donc voilà, je l'ai fini en 15 heures, donc 12-15 heures, c'est pas énorme, mais c'est largement suffisant, parce que le rythme reste très soutenu et du coup tu t'ennuies pas. Mais si l'enrobage n'était, pourtant moi je pinaille pas sur le 60 fps ou les trucs comme ça, mais il y a des fois le jeu il est tombé à 15 fps, hein, j'ai l'impression de regarder des diapositives, je sais qu'est-ce qui se passe, ça rame dans tous les sens. Donc voilà, c'est pour l'instant ma déception de l'année. Donc on va voir si c'est toujours la déception de toute l'année, mais c'est ma déception 2025, on est en 2025. Peut-être que dans un an il sera bien. Du coup, j'espère que tu vas nous parler de quelque chose qui t'a davantage plu. Tu vas nous parler de... Je ne me souviens plus du nom, mais en tout cas, on te laisse... Je te laisse expliquer le truc. Bravo. Alors, c'est Frontières, du coup. Ah oui, Frontières. Une bande dessinée de science-fiction de Guillaume Saint-Gelin. Qui a un style extrêmement reconnaissable. Mais je vais mettre la musique tout de suite. Je vais reprendre une musique d'un jeu vidéo sur lequel il a aussi fait le chara design. J'ai déjà parlé de lui là il y a 2 semaines avec PTSD, tu sais, sur les troubles post-traumatiques. Oui, je me souviens. C'était aussi cet auteur. Donc voilà, petite musique et on se retrouve juste après.
style si reconnaissable, parce que c'est vrai que j'avais pas trop parlé de Guillaume Singelin avant, enfin sur les autres chroniques je ne sais plus, parce qu'il avait travaillé aussi sur Shin Zero dont j'ai parlé, et en fait Frontières, donc c'est sa dernière bande dessinée, c'est la deuxième d'ailleurs qu'il a fait en solo, un projet qui a priori était ancré dans sa tête depuis 2013, ça c'est ce que l'on apprend à la fin de la bande dessinée, où il y a toujours des petits éléments de making-of qui sont intéressants, surtout quand on rédige une chronique après dessus. Donc il travaillait sur The Grocery, une autre œuvre, et il a passé près de 10 ans finalement à nourrir ce monde, faire évoluer les personnages, les croquis, le cadre, il était chez Ankama, puis Casterman, et en 2021 donc il rejoint le label 619, donc chez Rue de Sèvres, avec aux côtés de Run, aux côtés de Mathieu Bablé, je crois de mémoire, enfin des grands noms comme ça, et lui avec un style finalement, c'est ça qui est bien avec ces œuvres, c'est que tu les vois, tu sais que c'est lui tout de suite. Il a un style, tu vois, très reconnaissable, très reconnaissable, parce que déjà les personnages sont hyper stylisés, un peu en mode chibi. Tu vois, c'est pas vraiment des adultes, ils sont designés un peu en mode chibi, kawaii, des têtes assez rondes, des corps un peu ramassés, petits, en mode manga, comics, enfin c'est très très joli à regarder. Et là on a une œuvre de SF. Et je pourrais même dire un peu de hard SF, tu vois, on n'est pas dans Star Wars, on est plutôt dans du Star Trek-like, ou un peu utopique. Ouais, un peu utopique et très c'est un peu la SF pragmatique, tu vois, où tout est connecté, tu vois les petits câbles, tu vois tout, enfin c'est vraiment très détaillé, très architecturé, et c'est très agréable à regarder, avec une ambiance aux couleurs pastel, donc qui rendent aussi un effet assez ouf. Donc ce côté chibi et ce côté pastel donne vraiment un aspect dépaysant, un aspect voyage à l'œuvre, en plus de ce qu'elle parle, puisque là on peut parler davantage de l'univers en lui-même. Surtout qu'en plus, les couleurs pastel, c'est pas, enfin, du moins pour moi, dans mon imaginaire à moi, c'est pas vraiment ce qui représente la SF initialement. Non, au contraire, ça représente même pas du tout la SF, à mon sens non plus. Enfin, tu vois, je partage ton avis. Et là, ça fait, en plus des personnages très mignons, qui sont pas du tout aussi caractéristiques de la SF, on se retrouve vraiment sur, je te dis, un style à part, très particulier. Si tu veux regarder un peu quelle tête ça a sur Internet, tu verras, c'est très tranché, enfin très intéressant à regarder. Et donc c'est un univers si singulier, si Singelin, j'ai presque envie de dire, parce que je te dis, lui il caractérise vraiment son univers, on sait qu'on met les pieds dedans, on sait que c'est une de ses œuvres, parce que ce style très atypique. Et là donc, on est dans un futur proche, mais pas si proche que ça, parce que les êtres humains ont épuisé les ressources de la Terre. Ils explorent ce qu'ils appellent la frontière, justement. Donc c'est des stations, des astéroïdes, des mines, mais des mines à miner, tu vois, comme les mineurs, pour récupérer des ressources. Et il y a cet aspect aussi évidemment colonial de l'espace, avec des méga corporations qui un peu à la cyberpunk, tu sais, qui font la pluie et le beau temps. C'est assez bien décrit d'ailleurs dedans, où il y a cette rivalité. On parle pas trop d'État, tu vois, on parle plus de nation, mais on parle de méga entreprises, et ça c'est un élément les méga corpos, quoi. Ouais, c'est un élément fort du cyberpunk et de la SF un peu d'anticipation, et ça c'est vraiment j'adore, tu vois, c'est la partie SF que j'aime bien. Plus que la SF très politique, tu vois, à Star Wars, là on a plutôt une SF, tu vois, qui critique un peu ces méga entreprises et le monde du travail d'ailleurs, il en profite un petit peu. Disons que dans Star Wars, il y a un côté très politique, c'est vrai, allégorie de la Seconde Guerre mondiale et tout, mais il y a surtout un côté... Enfin, il y a surtout des thématiques, le monomythe, des thématiques très heroic fantasy, en fait, très typées heroic fantasy. C'est de l'heroic fantasy. On va pas retrouver dans une œuvre de cyberpunk, en fait. Et c'est en cela où le cyberpunk est très différent, c'est que déjà, ça peut être une évolution de logique de notre monde à nous, les méga corpos et tout. Enfin, quand tu vois certaines entreprises, maintenant, le poids qu'elles pèsent, tu te dis, si elles veulent, elles peuvent acheter un pays, voilà, quoi. Donc, et ça, c'est quelque chose qui est très dur à mettre en œuvre quand t'es pas un habitué de ce genre de thématique. Et d'après ce que tu m'en dis, la personne a l'air d'avoir quand même réussi à faire quelque chose de très carré là-dessus. Ouais, et comment elle a réussi, je vais donner les clés à mon sens du succès de la bande dessinée, parce que tu le dis, en plus Star Wars, il y a ce côté très culte, tu vois, très
très philosophique, le bien, le mal, la balance des forces et ce côté, oui, culte, religion, qui est là plutôt absent. Ah, culte dans ce sens-là. Culte dans ce sens-là, oui, c'est pour ça que j'ai précisé religion après. Et ici, en fait, l'histoire, comment il a réussi ça, c'est que l'histoire se concentre sur 3 personnages, et en fait, c'est avant tout une histoire humaine. On a Jinso, qui est une scientifique très brillante, vraiment très brillante, mais pour certaines raisons, elle se retrouve au placard sur des stations secondaires. Elle se retrouve vraiment mise au rebut par la méga corpo dans laquelle elle travaillait avec talent. Il y a Kamina. Ça sent la connerie. J'en dis pas plus. Il y a Kamina qui est une mercenaire qui elle vit pour ce job de mercenaire, le combat, la violence, les armes. Elle est extrêmement douée pour ce qu'elle fait, sauf que évidemment c'est pas une fin en soi cette vie. Et il y a Alex qui lui est né dans l'espace, de famille colon depuis des années, donc il a connu que l'espace, il a connu que ces environnements clos, et à un moment il a besoin d'autre chose et il explose. Enfin voilà, c'est hyper intéressant à suivre. Et donc on a ce trio qui est une méga scientifique, un mec qui fait juste son job et une mercenaire qui se retrouve embarqué dans un tumulte qui les rapproche. Donc on retrouve le milieu de la BD, c'est vraiment un trio qui se forme pour avoir vraiment une SF une science-fiction donc contemplative comme thème, axée sur les personnages un peu presque en huis clos, même s'ils se baladent, tu vois. Ça m'a beaucoup fait penser à Death Stranding à un moment, parce que ils vont vraiment notre cher Alex là, qui a connu que l'espace, un jour va arriver sur une planète, il va devoir marcher, il va devoir trébucher sur des cailloux. Enfin bref, c'est assez rigolo. Mais voilà, j'ai vu plein de parallèles aux jeux vidéo, dont Death Stranding, parce que très ancré sur le personnage, c'est presque une tranche de vie en fait, tu vois, c'est pas du space opéra, on est vraiment ramassé sur ces personnages, et c'est ce qui fait que ça fonctionne, parce qu'on est dans leur quotidien, il est tangible, il paraît réel et authentique, et c'est pour ça que le reste, tu vois, coule presque de source, c'est plus un enrobage de ce qui se passe à côté, et le focus est vraiment mis sur ces persos. C'est juste avant la conclusion, mais en termes d'analyse, j'y ai vu beaucoup de poésie, et je pense que c'est ce qui fonctionne vraiment, parce que le rythme de la narration, il est effréné, il se calme, il se pose, il prend son temps, il insiste sur des détails qui sont véritablement banals, mais qui finalement rajoutent, tu vois, une vraie couche d'authenticité, comme je dis, de réel, même sur l'aspect un peu techno. Tu vois, ils prennent du temps pour nous expliquer comment telle sonde fonctionne, tu vois, comment elle est propulsée, etc. Ça crédibilise vraiment beaucoup le propos, un peu comme ce que ferait Hideaki Anno, tu sais, dans les Évangélions, par exemple. Et surtout le thème fort, et là on va faire le parallèle avec PTSD que j'avais fait la semaine dernière, c'est que c'est des personnages éminemment humains, en fait, qui ont leur fragilité. Je l'ai un peu dit à demi-mot, mais vous comprenez, en fonction des archétypes de personnages, ce vers quoi ils vont passer, de la remise en question, du deuil, de la tristesse, de la reconquête, pas de l'espace, mais plutôt d'eux-mêmes. C'est ça qui est intéressant, tu vois, on n'est pas vraiment, comme je dis, dans gouverner l'espace, la découvrir, etc. Mais ce sont plutôt des personnages qui doivent se redécouvrir eux, et ça donne une authenticité narrative sur un fond un petit peu de critique, de la critique assez contemporaine, mais jamais dans l'excès, tu vois, toujours feutré, jamais moralisateur. Oui, c'est pas too much, quoi, c'est dosé. Et ça, j'aime bien. Ça fait un bien fou où t'as vraiment une œuvre qui est sobre, efficace, et qui, un peu comme PTSD, il voulait raconter quelque chose de simple, et il le fait dans un cadre qui, là, du coup, est assez magnifique. Donc c'est tout l'inverse de Manzai, en fait. C'est sobre. Mais oui, parce que là, c'est vraiment, encore une fois, une œuvre à taille humaine. Je pense que c'est ça qui vraiment caractérise Frontières. Et donc, en conclusion, Frontières dépasse les frontières. Donc ça, je pense que c'était la blague évidente et facile à faire, hein. J'avoue que je me suis pas creusé beaucoup pour le faire. Donc tout d'abord, elle dépasse les frontières du genre, la hard SF, pour offrir plutôt une fresque humaine avant tout, pas quelque chose de grandiloquent, mais quelque chose vraiment un parcours de vie, plus qu'un parcours interstellaire. Et aussi, elle dépasse les frontières du style, parce qu'on n'a pas de la SF hyper bien dessinée, épurée, machin. C'est très beau, c'est très bien dessiné, c'est pas ce que je veux dire, mais on est là sur un côté hyper chibi, tu vois, avec des personnages mignons, potelés, rigolos, t'as envie de leur toucher les genoux. Complètement dans un autre délire aussi.
Et ben, ce qui est génial, tu vois. Et c'est trop bien, pourtant, ouais. Il accorde énormément de détails. Les cases, elles sont super bien dessinées, c'est beau, c'est clair. Donc, il nous livre vraiment une œuvre de SF qui est à la fois contemplative et percutante, intime et engagée, écologique et sensible. Hein, beaucoup d'écologie, mais ça, pareil, j'en dis pas trop. Et tout ça avec une grande simplicité dans son propos. Et une vraie authenticité grâce vraiment à la fêlure des personnages, tu vois, à leur fragilité. On a beaucoup d'empathie pour eux. Et donc, là où Guillaume Singelin réussit un autre tour de force, c'est que c'est vraiment un récit humain, simple, profond, et en pointant du doigt certaines dérives, comme je disais, notre rapport à l'autre, notre rapport au travail, aux animaux, tu vois, c'est un thème qui nous plaît beaucoup à tous les deux, et surtout, sur notre place à nous, mais encore une fois, c'est pas notre place dans l'immensité de l'univers, même si c'est de la SF, mais c'est plutôt... Notre place dans la vie en général. Bah ouais, notre place dans la société, notre place dans la vie, et surtout la place que l'on s'accorde à soi. Et ça, je pense que c'est le plus grand thème de la bande dessinée et qui fait que c'est une vraie réussite. Donc voilà, si vous voulez entamer un voyage intérieur presque, mais dans les étoiles, je pense que Frontières est fait pour vous. Donc allez-y, il y a beaucoup de talent, beaucoup d'humilité dans ce qu'il fait, de simplicité, mais voilà, ça donne quelque chose d'authentique. Et moi, c'est ce que je recherche vraiment. C'est un peu ce que je recherche également, parce que c'est globalement le genre de remise en question qu'on peut avoir. Et c'est vrai que c'est l'avantage aussi du médium de la bande dessinée, plus que le cinéma ou quoi. C'est qu'on peut se permettre d'avoir des thématiques comme ça très profondes et de les imaginer avec des styles très différents, et comme tu dis, le style chibi dans un univers cyberpunk avec des couleurs pastel sur le sens de la vie au final. Moi, totalement, c'est totalement ma cam. T'as très bien résumé. Donc une petite pépite, je vous la recommande, je crois que j'ai payé ça à peine 20€, label 619, très bon cadeau, très bonne idée de cadeau, faites-vous déjà des cadeaux à vous, hein, parce que voilà, c'est important de se faire plaisir, mais aux autres aussi, n'hésitez pas. Ça peut être une bonne idée cadeau de Noël dans quelques mois. Ouais, complètement. Mettez-le sur votre wishlist. Vous pouvez, sans hésiter. Du coup, on a terminé avec le test et le sujet hors sujet. Est-ce que tu as des big up, des petits coucous que tu souhaiterais faire ? Et oui, un seul big up, et il le mérite bien, donc c'est Tomac. On te voit, Tomac, à nous mettre des petits smileys, des petits likes sur le site de notre hébergeur, donc Podcastix. Donc c'est pas accompagné d'un petit mot, mais il like chacun des épisodes qu'il écoute. Donc pareil, ça aide beaucoup au référencement. Donc, merci, ça fait plaisir. Merci, et n'hésite pas, Tomac, à nous envoyer un petit message sur le formulaire du site web pour parler à Kira et moi et nous dire un petit peu, voilà, des mots derrière tes gentils smileys. En tout cas, on a les notifs toutes les semaines, enfin plusieurs fois par semaine même. Je pense qu'il est en train de platiner la taverne du gamer, tu sais, comme on dit, Kira. Et merci à lui. Il va avoir un succès. Il le fait directement sur le site de l'hébergeur, donc sachez que vous pouvez aussi, sur le site de Podcastix, écouter notre podcast. Voilà. Moi, j'ai deux big up qui sont des 5 étoiles avec commentaires sur Apple Podcast. Donc, il y a Yves Gestal qui dit merci pour vos super chroniques, toujours un régal, encore plus, ce serait super. Oui. N'hésitez pas à passer chez moi, les vacances sont gratuites. La deuxième, c'est Adrieux, donc je vous ai découvert un peu par hasard il y a quelques mois et j'ai enchaîné les épisodes. Quel plaisir d'entendre deux passionnés aux voix douces. Tu te rends compte, tu as une voix douce, calme et posée, parler de ce divertissement qu'est le jeu vidéo sans tomber dans les travers de notre époque, de la passion, de la vraie, un pur plaisir et pas de jugement de valeur. Merci. Donc merci à toi, en tout cas, ça fait plaisir, parce que c'est exactement ce qu'on essaye de transmettre en fait, se parler dans une ambiance chill et voilà quoi, kiffer tout simplement. C'est pour ça que quand je fais une critique sur un jeu que j'aime pas, j'essaye d'être un peu humoristique pour éviter justement de tanker pour tanker, parce que c'est pas le but. Au final, j'aime pas ça, moi, tanker les trucs. Quand j'aime pas, généralement, je ne fais pas. Mais là, j'étais quand même colère, donc je me suis dit, ça reste l'occasion, et puis ça reste bon enfant, quoi. Totalement. Je te laisse le mot de la fin, et puis on en a fini pour cette semaine. Sais-tu ce que tu vas faire la semaine prochaine, du coup, 28 ans plus tard ? Normalement, je suis censé faire Star Wars Andor, que j'ai écrit la chronique que j'aurais dû faire la semaine dernière. Pas mal. Je ne sais pas si je fais 28 ans plus tard et Star Wars Andor ou vice-versa. On va voir. Parce que je compte enchaîner, si tout va bien, Andor, 28 ans plus tard, Superman, Jurassic World et les 4 Fantastiques.
Très beau programme, dis-moi. Donc je vais être bien booké, donc ça va dépendre en fait si déjà les films me plaisent ou quoi, et surtout comment je vais chroniquer ça. En tout cas, j'en ai déjà une de prête, et ça va dépendre de si je suis stimulé pour écrire sur 28 ans plus tard, direct après la sortie du film lundi, parce que généralement j'attends que ça décante un petit peu pour pas répondre à la réaction, tu vois. J'ai pas envie de dire que c'est le meilleur film ever, alors que je l'ai vu 2 heures avant, donc je préfère attendre un petit peu, que ça décante et que ça marine, que je puisse l'entrer en corrélation avec les deux autres films. Donc voilà, c'est donc possiblement Andor ou possiblement 28 ans plus tard. Et bah pour ma part, ce sera Split Fiction. As-tu fini d'ailleurs avec ta comparse Split Fiction, mon cher Kieran ? J'attendais que tu en parles, parce que mine de rien, je l'ai fini depuis peut-être un petit mois et demi quand même. Donc et bah ce sera rendez-vous la semaine prochaine. Et en attendant, bah écoutez, jouez bien, lisez bien. Donc Frontières, jouez à Minzai ou pas. Voilà, chacun joue à ce qu'il veut. Nous ne sommes pas des donneurs d'ordre ou de leçons. Et puis on ne juge pas, tout le monde trouve midi à sa porte. Et surtout, prenez soin de vous, allez au théâtre, où vous voulez, en terrasse, siroter un petit Diabolomante. Et surtout, on se dit à la semaine prochaine, Kieran. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.